Imaginez un peu la scène. Vous vous réveillez demain matin, vous regardez le ciel et vous découvrez qu'on a retiré le Soleil du centre de notre système solaire. Ah oui, ça commence fort. Ouais. Et à la place du Soleil, on a mis un gigantesque symbole dollar fluorescent. C'est un peu un scénario de mauvais film de science-fiction, votre truc, non? Totalement. C'est clair que tout le système planétaire s'effondrerait sur lui-même en quelques secondes. On serait plongé dans un chaos gravitationnel absolu avec un froid polaire. Et pourtant, selon le document qu'on explore aujourd'hui, c'est exactement ce que l'humanité a fait à sa propre société. Oui, en fait, on a remplacé notre soleil. C'est ça. On se plonge aujourd'hui dans le livre de Thomas Malbrook, Remettre au centre ce qui est à la base. Et sa thèse est vraiment audacieuse. Il dit qu'on a littéralement délogé la vie, donc la nature, la Terre, de notre centre de gravité pour y placer le commerce, le profit. Et c'est une prémisse qui bouscule pas mal de certitudes, je dois dire. Malbrook y va d'ailleurs vraiment fort, hein. Tout au long de son livre, il dresse une critique assez acerbe du néolibéralisme, du capitalisme, de l'industrie moderne. Ah, ça, il ne mâche pas ses mots. Non, vraiment pas. Du coup, je préfère être parfaitement clair d'entrée de jeu. Notre but aujourd'hui, ce n'est pas du tout de valider ou de démonter son orientation politique. Tout à fait. On reste neutre. Exactement. L'idée de cette immersion dans ses écrits, c'est plutôt de placer ses arguments sous un microscope. On va analyser la mécanique interne de son raisonnement pour essayer de comprendre comment, selon lui, nos structures modernes ont déformé notre perception de l'existence. Et c'est une mission fascinante. Notre objectif, c'est vraiment l'exploration pure des idées. Et si le fait de remplacer notre soleil naturel par le commerce est la cause d'un effondrement, la première question logique qui s'impose, c'est pourquoi on a laissé faire ça? C'est la grande question, oui. Pourquoi on a accepté ce changement avec une telle facilité? Et c'est là que le texte bascule sur un terrain super intéressant, celui de la psychologie et du conformisme. Oui, parce que pour expliquer cette soumission volontaire, l'auteur s'attaque à ce qu'il appelle l'illusion de notre libre arbitre. Il s'appuie notamment sur le concept des filtres de communication. Les filtres de communication, c'est-à-dire. En fait, c'est un concept tiré de modèles comme Comocolor, qui a été initialement étudié par la NASA. La NASA cherchait à comprendre comment des astronautes confinés allaient percevoir la réalité en cas de crise. D'accord, donc en situation de stress intense. Voilà. Et la conclusion, c'est que nous ne percevons jamais le monde de manière purement objective. Notre cerveau filtre la réalité en fonction de nos motivations primaires. Dans une navette spatiale, le filtre, c'est la survie. Logique. Mais dans notre société moderne de tous les jours, le filtre principal pour la plupart des gens, c'est l'acceptation sociale. Alors, décortiquons tout ça, parce que dit comme ça peut paraître un peu abstrait pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. L'auteur donne un exemple très terre-à-terre, que j'ai adoré d'ailleurs, avec sa propre nièce de 15 ans. Ah oui, l'histoire du téléphone. Exactement. Elle réclame à tout prix le tout dernier iPhone. Mais quand il lui demande pourquoi elle en a besoin, elle ne parle pas du processeur superpuissant, ni de la qualité de l'appareil photo. Sa réponse, c'est textuellement « pour faire comme les autres Et en fait, derrière cette réponse qui a l'air d'un simple caprice d'adolescente, il y a une réalité psychologique féroce. ». Ah ouais? Ce n'est pas juste la crise d'ado classique. Non, c'est l'expression d'une contrainte primaire. D'ailleurs, l'auteur connecte ce comportement à la dialectique du maître et de l'esclave, du philosophe Hegel. Attendez une seconde. De Hegel à la nièce avec son iPhone, le grand écart est quand même immense, non? Ça paraît fou, je sais. Mais Hegel explique que l'être humain a un besoin existentiel d'être reconnu par un autre pour avoir le sentiment d'exister. Et dans cette dynamique, l'un se soumet à l'autre pour obtenir cette reconnaissance, très souvent par peur de la mort au sens large. D'accord, mais la mort sociale alors? C'est ça. Le mécanisme est incroyablement similaire aujourd'hui. Selon l'auteur, la marque commerciale ou la validation du groupe, c'est devenu le nouveau maître. Et la nièce est l'esclave, du coup. Exactement. Le consommateur se positionne comme l'esclave. On a tellement peur de la mort sociale, c'est-à-dire l'exclusion, le fait d'être ignoré ou moqué par nos pairs, qu'on se soumet volontairement au diktat d'une marque. Donc, on s'endette pour un logo, juste pour exister aux yeux des autres? C'est une servitude volontaire motivée par la terreur de l'isolement. Ce besoin d'approbation est tellement fort qu'il peut nous dicter la marque de nos vêtements et même calibrer notre indignation face aux drames mondiaux. En gros, on s'indigne seulement si c'est socialement acceptable de le faire. Voilà, on ressent ce que le groupe attend qu'on ressente. Je vois très bien la mécanique, c'est implacable. Mais il y a une autre analogie dans le livre qui m'a fait un peu tiquer, je l'avoue. Laquelle? Celle du choix du restaurant.
L'auteur dit que statistiquement, quand on est entre amis, le groupe va toujours pencher vers la chaîne de fast-food connue, ou le bistrot super branché pour faire des photos sur les réseaux, et qu'on oublie systématiquement le petit restaurant solidaire et écologique du coin. C'est vrai que ça arrive souvent. Mais honnêtement, si un groupe choisit un fast-food, c'est pas juste parce que c'est moins cher et plus rapide. Est-ce que l'auteur affirme vraiment que manger un burger avec ses potes, c'est un échec moral dicté par la peur de l'exclusion? C'est une excellente objection. Mais ce que l'auteur pointe du doigt ici, ce n'est pas le burger en soi, c'est la friction psychologique au sein du groupe. La friction, c'est-à-dire? S'opposer à la norme d'un groupe, ça demande une énergie mentale colossale. Si tout le monde dit «allez, on va au fast-food» et que vous êtes le seul à dire «non, allons à l'autre bout de la ville soutenir un producteur local», On devient le relou de service. exactement, vous devenez le rabat-joie, vous créez une tension. L'auteur explique que notre instinct de survie sociale court-circuite nos valeurs éthiques. Pour maintenir la cohésion du groupe, on préfère éteindre notre conscience écologique. Le conformisme, c'est juste le chemin de la moindre résistance. C'est tout à fait ça. Donc si cette peur panique de l'exclusion nous enferme dans cette espèce de matrice artificielle de surconsommation, quelle est l'alternative selon lui? C'est quoi la véritable base à laquelle on devrait se reconnecter? Pour lui, le seul système de référence objectivement parfait, c'est la nature. Un système où le gaspillage n'existe tout simplement pas. Tout est au service de l'équilibre global. D'ailleurs, pour illustrer cette perfection, le texte utilise une référence à la pop culture que je trouve géniale. Ah, la référence au manga? Oui, Full Metal Alchemist. Dans l'histoire, pour comprendre les bases de l'alchimie, les jeunes héros sont abandonnés sur une île déserte pendant 1 mois. Et ils ont une seule énigme à résoudre. Un est tout, tout est un. C'est une très belle image. Ouais. Et affamés, livrés à eux-mêmes, ils finissent par observer la chaîne alimentaire. Ils comprennent que le petit insecte mort nourrit la terre. Que cette terre riche nourrit l'herbe, qui nourrit l'herbivore, qui sera mangé par le carnivore. Et ce carnivore mourra pour nourrir la terre à nouveau. La grande révélation de l'interdépendance absolue. Exactement. Rien ne survient dans le vide. Et ce qui est captivant avec cette illustration, c'est qu'elle rejoint directement les principes du Kybalion. Le Kybalion, c'est un texte ésotérique, c'est ça? Oui, un texte de philosophie ancienne que l'auteur met en avant. Le Kybalion parle de la loi de cause à effet. Chaque action a une conséquence inévitable dans le grand tout. La nature est un circuit fermé parfait. Et nous, avec notre arrogance moderne, on vient tout casser. Exactement. L'auteur cite longuement les travaux de Claude Bourguignon pour illustrer ça. C'est un ingénieur agronome très connu. Ah, les mots de Bourguignon dans le livre sont d'une clarté redoutable. Il dit très sérieusement qu'en Occident, on ne fait techniquement plus du tout d'agriculture. C'est quand même une phrase choc. C'est choc, oui, mais il explique très bien la mécanique derrière. Il dit qu'en réalité, on fait de la médecine sur des plantes malades, cultivées sur des sols cliniquement morts. Attendez, c'est une image de fou. Ça veut dire qu'au lieu de nourrir la plante avec un écosystème sain, on a mis nos cultures sous assistance respiratoire. C'est exactement l'idée. Le sol, aujourd'hui, n'est plus qu'une vulgaire éponge physique, un simple support inerte. Il n'y a plus de vers de terre, plus de vie, quoi. Plus rien. L'industrie a tué le sol avec des pesticides. Donc on doit injecter artificiellement de l'azote, du phosphore, tout ça en intraveineuse, dans la terre pour que la plante pousse. Et j'imagine que la plante est super fragile. Évidemment, elle pousse dans un milieu stérile, donc elle n'a pas de système immunitaire naturel. Il faut la bombarder de fongicides pour la maintenir en vie jusqu'à la récolte. La rentabilité a totalement remplacé la biologie. C'est terrifiant. Et pour montrer à quel point on est loin de l'équilibre, l'auteur parle des Hadzas, non? Oui, les Hadzas, une tribu de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie. Ils vivent sans aucun de nos soi-disant miracles technologiques. Pas d'hôpitaux, pas de supermarchés. Mais ils sont en bonne santé. Incroyablement bonne. Alors oui, il y a de la mortalité infantile à cause des conditions dures de la nature. Mais ceux qui atteignent l'âge adulte vivent couramment jusqu'à 80 ans sans jamais développer de diabète ou d'obésité. Sans blague. Biologiquement, à 60 ans, leurs artères sont plus saines que celles d'un citadin occidental de 30 ans. Purée. Ce contraste m'amène à une analogie de l'auteur que je trouve géniale. L'analogie du garagiste véreux. Oui, elle est très parlante. Imaginons que notre société est un vendeur de voitures malhonnête. Il nous vend un véhicule magnifique. La carrosserie brille, cuir à l'intérieur et surtout un écran géant tactile au milieu. Le fameux écran du progrès. Voilà, tout le monde s'émerveille devant l'écran. Mais il n'y a pas de frein sur la voiture. Et nous, on est hypnotisés par l'écran tactile qu'on appelle le progrès pendant qu'on fonce dans un mur à 130 à l'heure.
C'est une image puissante. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est assez bête pour applaudir pendant qu'on s'écrase? Comment on peut accepter de monter dans cette voiture? La réponse de l'auteur, elle se trouve dans la manipulation sémantique. La manipulation des mots? Oui, pour nous faire monter dans la voiture sans frein, il a fallu changer le sens des mots, pour brouiller notre perception. Prenez le mot santé, par exemple. Qu'est-ce qu'il a ce mot? Eh bien, la médecine moderne a tordu cette définition. Aujourd'hui, un médecin généraliste n'est pas formé pour construire la santé. Il est formé pour être un pathologiste. C'est-à-dire, c'est quoi la nuance? La nuance est énorme. Le cursus médical apprend à identifier une maladie, la pathologie, pour ensuite prescrire une molécule chimique qui va masquer ou bloquer ce symptôme. Donc on ne guérit pas la cause. Non, et masquer un symptôme, ce n'est pas créer de la vitalité. Les vraies fondations de la santé, comme le sommeil, la nutrition cellulaire, la biomécanique, c'est relégué au second plan. La santé aujourd'hui, ça veut juste dire l'absence temporaire de symptômes grâce à un médicament. En gros, on confond l'entretien du moteur avec le fait de coller un bout de scotch noir sur le voyant d'alarme du tableau de bord. C'est le résumé parfait. Et ce hold-up sémantique, comme le dit l'auteur, s'applique aussi à l'économie. Avec la différence entre prix et valeur, c'est ça? Voilà, exactement. C'est central dans le livre. On croit que le prix détermine la valeur. Par exemple, l'or coûte des milliers d'euros le kilo. Un arbre, ça ne coûte presque rien. Ça, c'est le prix, fixé par la rareté en bourse. D'accord. Mais la valeur alors? Mais comme on ne voit plus le monde qu'à travers le prix, on n'hésite pas à raser une forêt amazonienne d'une valeur inestimable pour extraire un peu d'or. C'est absurde quand on y pense. L'auteur fait d'ailleurs un clin d'œil au personnage du Mérovingien dans Matrix. Ah oui, sur le pourquoi des choses. C'est ça. Le Mérovingien explique avec cynisme que la seule vraie source de pouvoir, c'est de comprendre le pourquoi. Et c'est ce qu'on a perdu. On a oublié le pourquoi de nos actions. On est juste dans l'exécution mécanique. Et ça soulève une question folle. Est-ce que notre conception même du progrès ne serait pas une fraude monumentale? Parce que quand je lis l'exemple sur le Mexique, documenté dans le livre, franchement, ça fait froid dans le dos. Oui, la situation au Mexique illustre parfaitement cette dérive. Mais allez-y, expliquez-nous, comment il s'en sert pour démonter l'idée de progrès? Eh bien, dans certaines régions du Mexique, des multinationales pompent les nappes phréatiques jour et nuit pour faire des sodas ultra sucrés. Le résultat, c'est que l'eau potable devient super rare et les prix flambent. Au point où le soda devient moins cher que l'eau. C'est ça. Donc certains villages, acheter du soda industriel coûte littéralement moins cher que de l'eau pure. Le commerce a vaincu la nature. Sauf que les conséquences sont désastreuses. Des mères, par manque de moyens, mettent du soda dans les biberons des nourrissons. C'est tragique. Des enfants développent des diabètes mortels, perdent leurs dents, et on justifie ce système par la croissance économique, l'emploi local, bref, le progrès. Mais sérieusement, on peut appeler progrès un système qui empoisonne des bébés parce que l'eau est trop chère. Poser la question, c'est y répondre. Cet exemple prend aux tripes. Ça démontre comment la rentabilité remplace la vie au centre du système. L'auteur nous décrit d'ailleurs comme des morts-vivants. Des morts vivants sous anesthésie générale. Exactement. Hypnotisés par le confort et incapables de voir qu'on détruit notre propre habitat. Ce qui amène logiquement à la question de l'électrochoc. Si on est vraiment engourdi dans cette matrice artificielle pris au piège par notre conformisme, comment on s'en sort en fait? Comment on brise l'illusion? L'auteur avance une théorie assez dure. Il dit qu'il faut souvent frôler la véritable mort pour se reconnecter à la véritable vie. C'est le fameux réveil brutal. Et pour l'expliquer, le texte nous emmène dans les services de soins palliatifs. Ah oui, avec le témoignage de l'infirmière Rose. Voilà. Et aussi le livre très connu de Bronnie Ware, cette infirmière australienne qui a compilé les regrets des mourants. Ce qui est stupéfiant, c'est que partout dans le monde, peu importe la culture ou la richesse, le regret numéro 1 est invariablement le même. J'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé et je n'ai pas passé assez de temps avec ce que j'aime. Face à l'inévitable, le masque social fond complètement du coup. Le filtre du conformisme explose en 1000 morceaux. Sur un lit de mort, l'opinion du groupe ou le dernier iPhone, ça n'a plus aucune emprise. Les mourants réalisent que pendant qu'ils couraient après le prix de la réussite, ils ont perdu la valeur inestimable du temps. Le livre raconte l'histoire vraie d'un certain Fabrice pour illustrer ça. C'est l'histoire typique de la réussite moderne. Le poste de direction, le gros salaire, la villa. Il court sur le tapis roulant de la consommation, quoi. Exactement. Et puis, la veille de ses 50 ans, bim,
AVC foudroyant, le coma, une collision frontale avec sa propre mortalité. Mais c'est à son réveil que ça devient fou. Il change tout. Contre l'avis de tout le monde, il ne cherche pas à retrouver son poste. Il vend sa maison, plaque sa carrière, s'achète un petit voilier et part vivre sur l'eau avec le strict minimum. Le choc physiologique a complètement réinitialisé son système de valeurs. Il a remis la base au centre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce réveil ne demande pas toujours de frôler la mort d'aussi près. L'auteur parle aussi de la crise de la quarantaine. Avec l'histoire de Caroline, la graquiste. Oui. Souvent, la société se moque un peu de cette crise, le cliché de la voiture de sport pour rajeunir. Mais c'est en réalité une urgence existentielle. C'est l'âme ou la biologie qui étouffe. C'est le corps qui dit stop à un système qui le vide. C'est une tentative désespérée de sortir d'un cycle destructeur. Un cycle que l'auteur associe d'ailleurs au symbole de l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, non? Tout à fait. Et ce mécanisme est crucial. Le serpent se dévore parce qu'il a faim, mais il est aveugle. Chez l'humain, ça commence par la peur de manquer. Qui entraîne la cupidité. Voilà, on accumule toujours plus pour se rassurer. Sauf que cette surconsommation épuise les ressources réelles de l'environnement. L'eau disparaît, les forêts aussi. Ce qui crée un vrai manque, cette fois. Et ce manque réel engendre encore plus de peur, donc encore plus de cupidité. Le serpent se dévore lui-même. À force de courir après une sécurité illusoire, le système s'autodétruit. C'est un diagnostic ultra sombre, mais l'auteur propose quand même une bouée de sauvetage. Une sorte de discipline mentale. Oui, avec une anecdote assez inattendue. L'anecdote sur Michael Jordan. Voilà. Même au sommet de sa gloire, Jordan s'imposait de tirer 1000 lancers francs par jour, tous les jours. C'est énorme. Pourquoi faire ça? Pour ne jamais oublier les bases de son sport. L'auteur explique que ce livre, et même notre discussion d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de ces 1000 lancers francs. Un entraînement mental. Exactement. S'imprégner de ces concepts pour ne pas avoir besoin d'attendre un AVC dévastateur pour se réveiller. Et si on devait synthétiser tout ça, remettre au centre ce qui est à la base, c'est vraiment un acte de réalignement. C'est comprendre que notre corps est soumis aux mêmes lois que la Terre. Il n'y a pas de séparation. Aucune. On ne peut pas tricher avec la nature à coups de pilule, tout comme on ne peut pas doper la Terre avec des produits chimiques indéfiniment. Le commerce n'est pas un mal en soi, mais il doit rester un outil, pas le centre de gravité. C'est le mot de la fin du livre, d'ailleurs. Déplacer le centre de gravité d'un système provoque inévitablement son effondrement. C'est implacable. Et ça m'amène à une pensée provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on nous répète en boucle que notre société s'effondre. Éco-anxiété, burn-out. C'est vrai qu'on baigne là-dedans. On voit ça comme la fin absolue. Mais à la lumière de ce texte, et si cet effondrement n'était pas l'apocalypse terrifiante qu'on redoute? Vous voulez dire que ce serait presque positif? Et si c'était le système immunitaire de l'univers qui s'active? Un mécanisme naturel, violent certes, mais qui détruit un faux centre, l'argent, la surconsommation, pour forcer la vie à reprendre sa place. Ce n'est peut-être pas la fin du monde, c'est peut-être juste le cosmos qui repousse le soleil là où il a toujours dû être, au centre.